Bonjour, merci à vous tous d'être venus pour cette journée qualité de vie au travail. Vous êtes ici sur le site, entre autres, de la Régie rurale du Plateau. C'est la communauté de communes Aubry-Vingeanne-Monceau-Genêt qui nous héberge sur ce site. Et surtout, un grand merci à l'ARAC d'avoir décidé de tenir sa journée qualité de vie au travail ici, à Vaillant, dans le sud du département. Un grand merci. En quelques mots, je vais vous parler de la Régie rurale. La Régie rurale du Plateau, nous sommes un atelier chantier d'insertion. Atelier chantier d'insertion conventionné pour 36 postes en insertion, plus 7 personnes permanents entre la direction, les encadrants et l'administration. Trois activités. L'entretien d'espaces verts, une équipe qui va sur les collectivités locales, les syndicats, les associations. Nous ne sommes pas en concurrence, puisque nous ne travaillons pas pour ni les particuliers ni les entreprises. Cette même équipe, en hiver, travaille sur le bois énergie, bûcheronnage et fabrication de plaquettes forestières. Le site de Vaillant est doté d'une chaudière à bois déchiqueté, donc c'est une nouvelle activité pour nous. Nous lançons sur le bois énergie. Une autre activité, la toute dernière, l'activité, enfin quand je dis dernière, la plus récente, rénovation des murs en pierre sèche. Nous avons une brigade du patrimoine qui travaille actuellement sur la commune de Cons, qui a des jardins en terrasse, donc soutènement de terre avec des murs en pierre sèche, des escargots qui sont des fabriques, c'est-à-dire je ne saurais pas bien expliquer, en fait. Un dessin. Voilà. Ça a la forme d'un escargot, et pour certains, ça a la forme de mastaba, comme les pyramides en Égypte. Et sur le territoire, nous avons beaucoup de murs en pierre sèche, le long des routes, les murs de cimetières. Donc voilà cette brigade à quoi elle sert. Et la troisième activité, c'est l'activité du site, et c'est l'activité maraîchage bio. Nous cultivons des légumes que nous vendons chaque semaine à nos adhérents consommateurs. Nous avons 220 paniers semaine sur le site sur la région de Langres et la région du Chaumont. C'est sur cette activité donc que l'ARAC est venu nous aider pour améliorer les conditions de travail de cette activité de mise en panier des légumes bio. Nous appartenons au réseau Jardin de Cocagne. Jardin de Cocagne, c'est, je vais vous donner quelques chiffres. Là, je lis parce que je ne les connais pas par cœur. Au niveau national, c'est 700 emplois. C'est 4000 salariés en insertion qui passent dans les jardins chaque année. C'est 20 000 familles adhérentes consommateurs. Et puis environ 1500 bénévoles. C'est également un transfert de savoir-faire. Quand dans un jardin, on a un savoir-faire, on peut le transférer sur un autre jardin. Ça a été le cas de Vaillant. En 2014, on a transféré notre savoir-faire que l'on venait d'acquérir tout nouvellement avec cette réorganisation des paniers sur le jardin de Sainte-Colombe-sur-Seine, près de Châtillon-sur-Seine. Alors l'ARAC, c'est quoi? C'est une association régionale d'amélioration des conditions de travail, association loi 1901, créée en 99 en Champagne-Ardenne. Notre mission, quelle est-elle? C'est accompagner les entreprises champardennaises, bien sûr, dans l'amélioration des conditions de travail, alors selon un principe gagnant-gagnant. L'idée, c'est d'améliorer les conditions de travail, d'aider à l'amélioration de la performance de l'entreprise. Comment on fonctionne? On est sous une structure, en fait, sous gouvernance paritaire. Donc on est principalement financé par des fonds publics, l'ANACT bien sûr, la Directe, le Conseil régional, et puis le FSE, et un petit peu de prestations, ce qu'on appelle des prestations facturées, donc des services que l'on facture aux entreprises. Voilà. Notre champ d'activité va aborder des thèmes tels que la prévention des risques professionnels,
des termes que vous avez certainement entendus, que sont les RPS, les TMS par exemple, les risques psychosociaux ou les troubles musculo-squelettiques. On va aborder aussi la prévention de la pénibilité, le maintien dans l'emploi, et puis la promotion de la qualité de vie au travail, sujet qui nous réunit aujourd'hui. Dans tous les cas, cette promotion de la qualité de vie au travail passe par l'accompagnement des entreprises, passe par un travail effectivement de conception et de capitalisation, et passe également par un travail de diffusion, de communication vers le plus grand nombre. Très heureux d'être ici pour plusieurs raisons. D'abord, j'aime bien Vaillant, j'aime bien y venir. Deux, le thème est très intéressant. Puis trois, alors ce qui est surprenant, c'est que le hasard fait bien les choses. En venant ici, dans ma voiture, j'écoutais France Info, j'ai eu le rendu d'un sondage sur la qualité au travail, montrant que les filiales d'entreprises étrangères sont nettement plus performantes que les entreprises françaises dans ce domaine. Ça veut dire qu'il y a du boulot sans doute encore. Quand vous m'avez invité, Madame la Présidente, je me suis posé un certain nombre de questions en me disant il y a peut-être quelques paradoxes, peut-être. Nous sommes dans une entreprise, une association d'insertion, donc dont la finalité première est l'accès ou le retour au travail. Et donc, pourquoi penser au bien-être au travail quand on n'a pas encore trouvé du travail? Ça peut être un paradoxe, c'en est pas un, c'est une apparence simplement. Deuxième point, il me semble que notre législation sur le travail, que ce soit dans le public ou dans le privé, est une des plus contraignantes au monde. Le code du travail français est très très épais, comme vous le savez, et le statut général de la fonction publique est un peu moins épais, mais il l'est déjà beaucoup. On peut se dire, on a tout dans les textes, pourquoi on fait autre chose? Bon, simplement, vous le savez, encore une fois, c'est une apparence, c'est presque une boutade, c'est que les textes que je viens d'évoquer s'intéressent à l'aspect purement juridique, les conditions de maintien dans l'emploi, la durée du travail, etc., le congé, mais certainement pas à des choses moins tangibles et moins concrètes que ce qu'est le bien-être au travail. Alors hier, nous étions en réunion à la sous-préfecture avec un certain nombre d'entre vous, et une personne que je ne citerai pas, merci Monsieur Jean Cotte, nous a dit que 90% des gens vont au travail à reculons. C'est une boutade, n'est-ce pas? Parce que si 90% des gens vont au travail à reculons, ils vont tous se casser la figure et il ne restera pas grand monde pour travailler. Je crois que même si, effectivement, tout le monde ne va pas travailler le matin en chantant, en sifflotant et avec un enthousiasme délirant, il y en a quand même beaucoup qui y vont avec un certain plaisir. Cela étant, il faut penser à se poser un certain nombre de questions. Pourquoi est-ce qu'on va travailler? La réponse est évidente, pour gagner des sous, et c'est effectivement une vérité. Mais je pense qu'on n'y va pas uniquement pour ça. Il y a une notion d'épanouissement. Alors je suis peut-être dans un monde de bisounours, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion d'épanouissement qu'on ne peut évidemment connaître que si les conditions dans lesquelles on travaille sont satisfaisantes. Satisfaisantes dans tous les aspects techniques, locaux, ergonomie et autres, respect du corps humain, donc problème de pénibilité, limitation de la fatigue, et évidemment problème relationnel, que ce soit dans le sens hiérarchique ou avec les gens avec qui on travaille. Autant d'éléments effectivement qui sont majeurs et qui font que s'ils ne sont pas respectés, le travail peut vite devenir pesant. Je prends un mot relativement modéré volontairement. Donc il faut en parler. Alors effectivement, on en parle, il existe des instances multiples. Alors je connais assez mal le monde de l'entreprise, mais il existe des instances de concertation dans le cadre du dialogue social. Elles existent également, elles sont multiples dans la fonction publique, où on peut évoquer ce genre de questions, mais toujours dans un rapport, pas forcément de confrontation, mais qui n'est pas forcément non plus un rapport de discussion sereine. Et il est bien de pouvoir, je crois que c'est un peu l'objectif, c'est même l'objectif de cette rencontre, de pouvoir le faire de manière plus informelle, sans ces contraintes que sont le respect du quorum, des règles de majorité et autres, pour pouvoir échanger, peut-être avoir des idées qu'on n'a pas forcément dans ces instances. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en quelques mots, mais il me semble que vous abordez un vrai sujet, et encore une fois, vous l'abordez sur un site magnifique, et au sein d'une association qui fait un travail remarquable. Je voulais vous rendre hommage parce que vous avez fait allusion à la pierre sèche.
C'est mon dada, la pierre sèche. Pourquoi? Parce que j'étais sous-préfet dans le Lot précédemment, et c'est également un pays où on a de la pierre sèche. Et mon idée, avant de partir d'ici, c'est pas tout à fait pour tout de suite, c'est de créer un jumelage entre la pierre sèche lotoise, qui n'a pas la même couleur que celle de la Haute-Marne, mais je crois que la finalité est la même. Il faut retrouver un patrimoine culturel et un savoir-faire qui fait que ce territoire est particulièrement attachant et a de fortes possibilités. C'était un aparté, mais je tenais à vous rendre hommage. La première semaine pour la qualité de vie au travail avait eu lieu à Châlons en 2003, et à l'époque, quand on a conçu la semaine pour la qualité de vie au travail, c'était d'abord une opération de communication où on voulait faire connaître dans toutes les ARACT, les 26 ARACT de France métropolitaine et Outre-mer, ce que nous faisions. C'est une opération de visibilité. Et il y avait eu, à cette époque-là, une singularité champardonnaise qui avait consisté à prendre le thème qualité de vie au travail au mot pour finalement tenter de le décortiquer. Et la première année, donc, il y avait eu des enquêtes. L'équipe de l'ARACT avait participé à ce travail d'enquête auprès de publics divers et variés pour les faire causer sur qualité de vie au travail. La deuxième année, la question s'était posée de savoir mais est-ce que ça se mesure? Et puis la vie a continué, et en 2013 les partenaires sociaux nationaux ont signé un accord national autour de la qualité de vie au travail. Oh, je ne fais pas une relation immédiate et unique entre ce travail de Champagne-Ardenne et l'accord national interprofessionnel, mais quand même, ça me plaît de souligner ça. Donc un accord national interprofessionnel qui, pour être complet, ne porte pas que sur la qualité de vie au travail, mais porte également la volonté de développer l'égalité professionnelle. Et cet accord qui, j'ai eu l'occasion de le vérifier, est unique en Europe, qui fait regarder les Français comme tiens, ils ont encore inventé quelque chose. J'étais à Bruxelles il y a 1 an, et c'était à peu près la tonalité qui nous était renvoyée par le tripartisme d'une douzaine de pays. Ce quelque chose, c'est finalement la volonté de développer l'épanouissement dans le travail. Monsieur le sous-préfet en a parlé, et ce faisant, c'est le pari qui est fait, mais on voit bien que c'est un pari qui commence à faire son chemin. On va développer la performance des entreprises. Alors, comme monsieur le sous-préfet l'a dit également, tout ça pourrait paraître assez incompréhensible. Avec 3,5 millions de chômeurs, on a peut-être mieux à faire que de s'occuper de la qualité de vie au travail et concentrer toutes nos énergies à créer des emplois. C'est ce qu'on faisait d'ailleurs auparavant, parce que c'est pas la première fois que le chômage monte haut et redescend un peu et remonte. Dans les périodes précédentes, lorsque le chômage montait très haut, il était inaudible à qui tentait de parler de conditions de travail. C'était le luxe qu'on s'offrira quand c'est mieux. Et là, on peut parler de qualité de vie au travail, on peut mobiliser, on voit des entreprises signer des accords sur le sujet. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont en tête? C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. En fait, elles sont en train, ces entreprises conçues comme une communauté d'intérêts divers mais convergents, ces entreprises se mettent d'accord sur le fait que si on développe un mieux-être pour les salariés, eh bien tout ça va générer de la performance. C'est ça l'accord implicite autour du développement de la qualité de vie au travail. Et sur quoi repose cet accord? Il repose sur le fait que les organisations du travail font de plus en plus appel à l'initiative, à l'autonomie des individus, à leur prise de responsabilité jusqu'au dernier opérateur. Quand vous mettez quelqu'un sur la route pour aller faire de la relation client ou pour aller faire du dépannage, eh bien, vous ne pouvez pas lui dire et avoir une fiche de poste très précise qui va
le contraindre et n'utiliser que ses mains. Vous allez faire appel aussi à sa capacité à analyser la situation, à prendre des initiatives. Et si cette personne n'est pas bien dans sa peau, parce que son chef, parce que ses collègues, parce que les outils qu'on met à sa disposition sont pas ce qu'il peut, ce qui lui permettrait de donner au mieux, eh bien, vous allez avoir un problème de performance. Et donc, on a un espèce d'accord implicite qui veut que si les individus peuvent s'épanouir mieux dans leur travail, progresser, parce que quand on fait son travail, on a souvent envie qu'il soit, enfin on a toujours envie qu'il soit bien fait, parce que c'est un élément de satisfaction personnelle, eh bien, dans ce cas-là, l'entreprise va également en tirer des bénéfices. Voilà, et donc cet accord national interprofessionnel repose sur la relation, enfin sur un espèce de donnant-donnant, qualité de vie au travail et performance. Alors parmi les éléments qui peuvent concrétiser la qualité de vie au travail figurent les espaces de discussion. Les partenaires sociaux ont formulé ainsi leur texte. Des espaces de discussion s'organiseront sous la forme de groupes de travail entre les salariés d'une même entité. Ils peuvent s'organiser en présence d'un référent métier ou d'un facilitateur chargé d'animer et de restituer. Ils comportent un temps de présence de leur hiérarchie. Voilà ce qui est écrit dans l'accord. Et nous, si on a le temps, peut-être en fin de séquence, je pourrais dire comment nous voyons, nous, la mise en œuvre de ces espaces de discussion. Mais avant ça, je vais faire un petit crochet par le sondage qui est fait chaque année, qui permet de suivre un peu les évolutions de ce que pensent notamment les salariés. Et cette année, on a donc mis une focale plus particulière sur les espaces de discussion. Le premier point sera ce qu'est actuellement la discussion dans les entreprises autour du travail, et un deuxième point sur ce que les salariés pensent de l'idée d'espace de discussion. On n'est pas dans un système, je me souviens d'une affiche qui date de la fin du 19e, et qui disait aux salariés qu'il était interdit de siffler au travail et de parler à ses collègues. Là, on n'est pas là. 7 salariés sur 10 ont le sentiment de pouvoir s'exprimer facilement sur le sujet de leur travail, mais ça veut dire quand même qu'il y a 31% des salariés pour qui c'est compliqué. Là, on a 2 interlocuteurs qui sont nettement privilégiés pour parler de son travail. C'est d'abord ses collègues et son supérieur hiérarchique. À l'inverse, c'est beaucoup moins aux responsables de la communication, aux responsables de ressources humaines, qui nous excusent s'ils sont là, et tous les autres acteurs intermédiaires dans l'entreprise. On parle des difficultés rencontrées au quotidien, de l'ambiance et de la charge de travail. C'est les 3 sujets que l'on évoque le plus souvent avec ses collègues. À l'inverse, on est beaucoup moins sur l'organisation générale de l'entreprise, sur les performances de l'entreprise, sur les résultats économiques, sur les réorganisations internes. Alors je pense que là, il faut regarder peut-être un petit peu le temps. Il y a des temps pour tout, et quand on est en face d'une réorganisation, je pense que ça occupe tout l'espace. Les salariés parlent avant tout de leur travail lors d'échanges informels. C'est l'idée de la machine à café. Et ces échanges formels et informels avec le manager existent, mais sont insuffisants pour un tiers des salariés. Alors maintenant, si on regarde ce que pourraient être ces espaces de discussion et leurs modalités de développement, pour les salariés, donc, c'est d'abord pouvoir se transmettre des savoirs sur un process de travail. Le premier réflexe, c'est d'aller demander à ses collègues. Et on a implicitement connaissance du réseau sur lequel on peut s'appuyer pour avoir ces coups de main. C'est aussi librement s'exprimer sur ce qui se passe dans l'entreprise. C'est aussi exprimer des sentiments positifs, aimer son travail, la motivation qu'on a à l'exécuter. C'est aussi l'avenir professionnel,
l'amélioration de la productivité, la cohésion entre les salariés. Il y a une attention forte à l'ambiance relationnelle dans le travail. Et puis quand on s'exprime aussi en pensant à l'entreprise, on retrouve une autre facette de ce que j'évoquais sur la transmission de compétences. Dans ce cas-là, c'est les facteurs de résolution de problèmes liés à l'entreprise. C'est les facteurs de productivité. Demander aux salariés comment on pourrait faire plus vite, plus facilement le travail, ils ont souvent des idées. 7 salariés sur 10 considèrent que ces espaces représentent un réel besoin qui peut contribuer à l'amélioration de leur qualité de vie au travail. Et donc on va regarder maintenant comment ces espaces de discussion qui sont encore plus répandus. 23% des salariés qui ont été sondés disent avoir l'occasion de participer à ces espaces de discussion. Forte attente qui s'exprime d'abord dans des entreprises de moins de 50 salariés et là où il n'y a pas de représentants des salariés. Vous savez que le taux de couverture, par exemple, en délégué du personnel dans les moins de 50 est quand même, ça doit être de 18%. Donc on retrouve une certaine forme de logique à ce besoin d'expression sur le travail dans les petites entreprises. Il est important d'avoir un animateur qui soit capable de faire s'exprimer les salariés. Alors c'est pas forcément un animateur professionnel, hein, c'est quelqu'un qui ait quelques rudiments d'animation et qui puisse faire qu'effectivement il y ait une expression générale et puis que les travaux du groupe d'expression puissent progresser et tout ça avec l'objectif très fortement souligné dans le sondage qui est que ces expressions soient suivies de mise d'effet, quoi, hein, d'évolution dans le travail. C'est pas s'exprimer pour s'exprimer, c'est s'exprimer pour que tout ça ait un impact. Pour le développement de ces espaces de discussion, il faut que ce ne soit pas une opération qui soit plaquée sur l'entreprise. C'est forcément quelque chose qui doit être discuté dans l'entreprise. C'est pas l'idée lumineuse qu'aurait découvert un cadre d'entreprise qui revient d'un stage de formation. Ça marche pas. Et surtout s'il arrive en disant bougez pas les gars, j'ai trouvé, ça va aller beaucoup mieux. C'est quelque chose qui doit mûrir dans l'entreprise à partir d'un diagnostic. On doit s'autoriser à faire de l'expérimentation. C'est un maître mot dans notre réseau que de développer l'innovation sociale par l'expérimentation. Et l'expérimentation nécessite que chacun fasse mûrir ses idées. Et donc il faut intégrer le temps dès lors que l'on développe, qu'on a la volonté de développer cette modalité de qualité de vie au travail. Ça fait 7 ans que je suis encadrant. Donc l'activité maraîchage, on a 14 postes de salariés polyvalents. En général, ils sont à 28 heures par semaine. Et c'est des contrats de 4 à 6 mois. Renouvelables 3 ou 4 fois, tout dépend des personnes et de leur avancée dans leur projet. Donc les 14 postes, c'est en majorité des femmes, parce que le maraîchage a été conçu en 2000, si je ne me trompe pas, pour favoriser l'activité aux femmes. Il y a quelques hommes sur l'activité pour répondre aux travaux pénibles, le port de charge, n'importe. Donc les femmes peuvent le faire aussi, de toute façon. Donc sur l'an, on a 2 secteurs de livraison. Il y a le secteur Chaumont, où on livre 100 paniers hebdomadaires. Et pour ces légumes-là, on est associé avec des exploitants maraîchers bio du secteur. Parce qu'on n'a pas assez de surface pour produire tous nos légumes. Donc on s'est associé avec 6 producteurs locaux. Donc moi, en début de semaine, je leur demande ce qu'ils ont comme légumes. Je fais ma composition de panier et le jeudi, il y a les salariés en insertion, polyvalents, excusez-moi.
ils partent en livraison, livrés sur des points de dépôt, les paniers sur Chaumont. Après le vendredi, on a un secteur sur Langres. Donc le Langres, c'était le premier secteur développé dès le démarrage de la structure. Là, on est à 120 paniers. 120 paniers semaine. Et là, tous les légumes sont produits par la régie. Donc on est sur 1,20 hectare. Donc on recherche de la terre, mais c'est pas facile. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les salariés. Sachant que les paniers sont prévendus, hein. C'est un système d'abonnement à l'année. Donc oui, comme disait Suzanne, on fait partie du réseau Cocagne. Donc c'est une adhésion à l'année. Il y a 48 paniers à l'année parce que on a 2 semaines de vacances à Noël et puis généralement au mois d'avril, on est vraiment en rupture de légumes. Donc là, on a 15 jours, on ne fait pas de panier. Donc il y a plusieurs catégories de paniers. On est à 3 volumes de paniers en fonction des familles. Il y a pour une personne seule, pour un couple et puis pour une famille de 4 personnes. Ça va de 8 à 15 euros. Donc la personne s'abonne pour une année et elle est livrée 48 semaines par an. Bon, moi je suis animateur de l'ISCT, Instance Santé et Conditions de Travail, ce qui correspond au CHCT dans les entreprises de plus de 50 salariés. Mais c'est quand même c'est une instance simplifiée qui est obligatoire depuis janvier 2013 et qui a été finalisée et mise en place en décembre 2013. Et il aurait été bon de rajouter à ISCT un autre S qui aurait voulu dire santé, parce que on travaille plus en réalité sur la sécurité que sur proprement la santé. Donc il est présidé par la présidente de l'association ou de l'un de ses représentants, qui en l'occurrence est moi-même. Et les représentants sont élus par les salariés. Donc il y a un représentant par activité, un pour le maraîchage, un pour les espaces verts bûcheronnage, un pour les pierres sèches, un pour l'administration et 2 permanents. En cas de mouvement des salariés élus, le représentant se fait par cooptation jusqu'aux nouvelles élections. Nous sommes allés au-delà des dispositions requises, car au lieu d'un représentant par tranche de 10 salariés, nous avons opté pour que chaque activité soit représentée au sein de cette instance. Donc un livret de sécurité était réalisé avec la participation de tous les salariés basé sur les règles de sécurité connues et le vécu et les expériences des personnels sur le terrain. Ce livret est évolutif, remis à jour une fois l'an et remis à chaque salarié à leur arrivée à la régie. Il y a une réunion trimestrielle où tous les incidents et accidents sont analysés afin de mettre en place des mesures de prévention ou de sécurité. Le secrétariat est tournant et est assuré par un membre volontaire de l'instance. La Poste, c'est 260 000 collaborateurs, hein, c'est le 2e employeur après l'État. Donc une très grande entreprise qui a une particularité, c'est qu'elle est multi-activités. Donc des activités qu'on connaît bien, hein, courrier, réseau, le bureau de poste, la banque, etc. Une entreprise qui a aussi un modèle social unique, qui est l'emploi permanent à plein temps. Une entreprise publique qui met en œuvre des missions de service public, 4 missions de service public, donc la distribution de 6 jours sur 7, l'accessibilité bancaire, la presse et l'aménagement du territoire. Voilà. Comme vous m'ouvrez la porte, donc juste un mot de la situation, je dirais, de ce que l'on vit aujourd'hui, comme la plupart des entreprises, c'est une mutation profonde de la société qui nous touche directement. Nous tous, dans tous nos métiers, hein, donc c'est le numérique et les nouveaux modes de consommation de nos clients. Hein. Donc le numérique, il y a des choses très visibles, hein, c'est l'impact que cela a sur le volume de courrier au quotidien distribué par nos facteurs. Hein. En moyenne, je dirais, c'est de l'ordre de moins 5%
par an, puisque les flux se font d'une autre manière aujourd'hui. Donc ça touche nos facteurs, hein, qui sont les personnels les plus nombreux de la maison. Ça touche aussi d'autres activités, donc on n'y pense pas forcément, mais la fréquentation des bureaux de poste, hein, où on a aujourd'hui son ordinateur à la maison. On va moins dans des bureaux de poste, et là on est aussi sur des tendances de fréquentation qui sont du même ordre. Alors MARPA, c'est Maison d'accueil rural pour personnes âgées. Donc déjà à travers le sigle, on comprend bien à quel public on s'adresse. On est situé sur le territoire de la MSA Marne-Ardenne-Meuse, puisque les MARPA, c'est un label MSA qui a été créé dans les années 80. On est 170 en France, il y en a une dans votre département, à Fronc, qui vous ouvrira les portes si vous voulez voir ce que c'est qu'une MARPA en vrai. Donc c'est des petites unités de vie de 24 personnes, des établissements non médicalisés, donc on accueille des résidents qui sont normalement autonomes, mais on va mettre autonome entre guillemets, puisqu'on va plutôt dire en perte d'autonomie, puisque les gens très valides restent chez eux, et dû notamment à la politique du maintien en domicile. Et le personnel embauché, ce sont des agents polyvalents d'accompagnement, donc qui sont amenés à faire aussi bien la préparation des repas que de l'animation, que de l'entretien des locaux, que de l'accompagnement du résident dans le quotidien. Voilà. Donc on est des petites équipes et en fait on est regroupés en union, mais chaque MARPA, donc sur le territoire de la MSA Marne-Ardenne-Meuse, on est 5, mais chaque MARPA est géré de manière autonome par une association. Mais il y a aussi des MARPA publics et c'est le cas de celle de la Haute-Marne. Carpet System est à Lizy, à côté de Sedan, hein, donc ils sont situés sur un territoire rural. Il y a aussi la question de la taille d'entreprise. Hein, on est dans la très petite entreprise, voilà, petite entreprise. Donc la région rurale est un petit peu plus conséquente, mais Carpet System, c'est 7 salariés, quoi. Donc 7 salariés. C'est une entreprise où le créateur, les salariés sont là depuis l'origine. Et Monsieur Dubois, hein, qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, ainsi que Marion Milot, il y a eu effectivement un gros souci à leur petite usine. Donc, travaille la feutrine, il travaille par dédoublement. C'est que la feutrine, contrairement au tissu, c'est pas tissé justement. C'est une forme d'aggloméré. Donc, en fait, il dédouble ce type de feutrine pour servir, pour en faire des éléments de conditionnement, de protection pour des pilotes, des choses de grande qualité, peut-être mieux que ça, ouais. Des choses de grande qualité qu'on veut absolument préserver. Donc, ils sont dans une dynamique, ils ont repris l'entreprise de leur père, et ils développent, et ils sont très sensibles, en tout cas, à la qualité de vie au travail. Combien de salariés? 7 salariés, donc ok. Structure. Je crois que Nicolas Dubois est aussi président de la CGPME dans les Ardennes. Exact, oui. Alors, qu'est-ce qui l'a amené finalement à prendre contact avec l'ARACT? Quelle était la raison d'être de votre travail avec eux? Alors, la première raison, c'est que Marion Milot a travaillé chez Forestia, dans une grande entreprise, a été sensibilisée aux démarches d'amélioration des conditions de travail. Et ils avaient vraiment cette perspective, ils sont d'ailleurs investis dans l'usine du futur. Hein, donc ils sont vraiment à la perspective de pouvoir développer, travailler quelque part. L'idée, elle est la suivante, c'est de travailler mieux en payant moins, quoi. Donc voilà, en disant, mais si plus on travaille là-dessus, et quelque part, on améliore. Il a dit en payant moins. Hein. Oui. Hein, pas en payant moins. Non, quoique c'est discutable, mais au final. Mais en fait, oui, c'est une équation gagnante, quoi. Hein, quelque part, on travaille sur les conditions de travail, on travaille presque plus, finalement, sur le confort au travail, plus que sur la prévention des risques. On évite de se faire attraper par la voiture balai, la prévention des risques. Et du coup, on travaille aussi l'efficience, et du coup, on retrouve des marges de manœuvre, et derrière ces marges de manœuvre, évidemment, tout le monde s'y retrouve. Et ils s'y sont retrouvés. Ça fait combien de temps maintenant que le travail a été mis en place? Oui, alors donc il y a l'intervention elle-même, mais nous on met, comme je suis une entreprise qui fait des produits maraîchers, nous on met la graine, mais après c'est pas nous qui la faisons pousser, quoi. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, des acteurs qui prennent possession du diagnostic et qui font des choses derrière. Là c'était le cas à la région rurale du Plateau, c'était le cas pour les MARPA et c'était le cas pour Carpet System. C'est-à-dire qu'en fait, eux, derrière, ils ont aussi créé du dialogue. On a eu des supports, un petit support qui s'appelle le Graphobe, un petit support qui permet de discuter
les opérations, ainsi de suite, donc qui a créé le dialogue, qui leur a montré que c'était intéressant de travailler avec ceux qui faisaient, quoi. Et après, ça, effectivement, ça se démultiplie. L'objectif de l'Union des Marpas, effectivement, nous sommes de petites structures, je dirais pas isolées, mais le milieu rural fait qu'il y a quand même un certain isolement. 5 Marpas, ça fait combien de salariés au total? Ça fait une trentaine. D'accord. Voilà, ça fait une trentaine de salariés. Donc ce qui nous a amené à travailler ensemble, tout d'abord, c'était un intérêt indéniable de mutualiser, parce que nous sommes de petites structures, on est souvent face à des prestataires de plus en plus importants, qui eux se sont déjà regroupés, se sont déjà un petit peu mangés les uns les autres, et lorsqu'on veut négocier quelque chose, un contrat ou quoi que ce soit, on s'aperçoit qu'on est toujours plus fort à plusieurs. Voilà. Donc sur les conditions de travail précisément, il y avait un intérêt également à pouvoir comparer nos manières de faire, nos activités, dans le but déjà de s'améliorer, de prendre ce qui peut marcher mieux ailleurs. Nous sommes, comme l'a dit mon homologue de Vannes-les-Dames, la MARPA est un concept. Donc nous avons quand même des règles, une marge de manœuvre qui apparemment est quand même assez réduite, sauf qu'en pratique, chacun fait un peu sa petite tambouille de son côté. Voilà. On a des MARPA qui ne communiquaient pas forcément. Donc nos élus respectifs, puisque nous sommes tous dans notre région du moins encadrés par une association loi 1901, donc nos élus ont souhaité pouvoir se concerter, se rassembler, partager les bons tuyaux, voilà. Donc le travail avec la RACT a fait partie justement d'un travail de mutualisation où on a pu regrouper l'ensemble des personnels, mobiliser aussi des élus et avoir des réunions, on va dire, un peu plus structurées avec la RACT notamment. Ça a démarré quand, ce travail? Donc il y a eu un travail qui a démarré en 2012, alors j'étais pas encore arrivé, c'était un petit peu avant mon arrivée sur la MARPA, où effectivement les MARPA régionales ont ouvert leurs portes à la RACT pour venir un petit peu dire ce qu'ils pensaient de nos organisations, nos manières de travailler. C'est vrai que notre concept est un très beau concept, hein, c'est quand même quelque chose qui est plutôt plaisant, mais après on n'avait pas forcément un recul très significatif sur la manière dont on travaillait. On sait qu'on faisait des bonnes choses pour les personnes qu'on accueille, pour les résidents. Après, on est sur des petits effectifs, on assure une présence 24 heures sur 24 à nos résidents. On a des agents polyvalents d'accompagnement, bon, je pense que le poste parle de lui-même, qui sont amenés à faire de la cuisine, puisqu'on va préparer tous nos repas sur place, qui sont amenés à entretenir les parties communes de l'établissement, qui sont amenés à produire de l'animation, qui sont amenés à produire aussi de petits accompagnements du quotidien, puisque notre département reconnaît aussi notre service à ce niveau-là. Donc, on a un statut agent polyvalent d'accompagnement qui a été créé en même temps que les MARPA. Après, on a besoin aussi d'une reconnaissance de ces métiers. Nous sommes fédérés, il y a une fédération nationale qui existe, hein, donc ce concept est quand même régulièrement contrôlé par cette fédération, avec des documents qui étaient déjà produits, mais nous on a voulu pousser un peu plus les choses, voilà, dans une démarche d'amélioration, ouvrir nos portes à la RACT, qui nous fasse un petit diagnostic, voilà, donc ça a été plutôt bien accueilli. Nous sommes en tant qu'association d'insertion sur un turnover de 30 à 40 personnes chaque année. Donc c'était une des premières choses qu'il fallait, ce côté social. C'était une volonté également du conseil d'administration qui voulait travailler sur la qualité de vie
Et puis, c'est aussi les limites de notre processus. On ne pouvait plus prendre de nouveaux adhérents parce que la façon dont on était organisé pour confectionner les paniers ne nous permettait pas d'en faire plus parce que, vous allez voir tout à l'heure quand vous allez visiter l'atelier, il y a des photos avant, après, merci Jean-Pierre de les avoir fait parce qu'on oublie ce qui était fait avant. Donc par le manque de place, par la mauvaise organisation, on ne pouvait pas se développer. Donc on a travaillé avec, là où c'est important, ça a été de la collaboration des encadrants, de la direction, du conseil d'administration et des salariés. Tout le monde a travaillé ensemble, chacun a pris à bras-le-corps ce problème pour suivre les préconisations que nous a fait l'ARACT. Et avec les moyens du bord, parce que nous sommes associatifs et que les financements, c'est un problème dont on parlera peut-être tout à l'heure, avec les moyens du bord, on a réussi à modifier les conditions de travail. Donc la MSA aussi, la MSA est venue, vraiment ça a été un travail de collaboration. Chacun a émis des idées et notamment les salariés qui ont testé cette table. Hélas, que vous ne pourrez, enfin vous verrez que la table faite, comme je le dis, avec les moyens du bord, parce que nous en avons commandé une avec les plans définis, enfin les plans définitifs maintenant. On devait la recevoir hier, ils ont eu un problème technique, ils n'ont pas pu nous la livrer. Mais cette table, c'est vraiment avec les salariés qui l'ont testée, qui ont dit elle est trop large, elle est trop, il ne faut pas qu'elle soit en épi, il faut qu'on soit décalé. Et on a donc cette table qui est vraiment le pivot central de notre organisation. Il y a d'autres choses qui sont modifiées également. On a prévu la place pour 2 salariés en situation de handicap. Donc tout le monde a sa place, tout le monde s'y retrouve. Quand je dis les salariés qui ont été actifs sur ce changement, en hiver, comme vous avez dit tout à l'heure Régis, en hiver, le maraîchage c'est plutôt quelque chose qui est en sommeil. Donc on a pu utiliser les salariés à modifier leur outil de travail et notamment par la peinture du sol. Le sol a été peint par les salariés avec une résine antidérapante. Depuis, ils se sont appropriés cet atelier. Il pleut, ils reviennent avec de la boue plein les chaussures. Tous les soirs, vous partez, le sol est propre comme ici. Chose qui, avant, c'était noir. Donc c'est vraiment pour eux, ils se sont appropriés cet outil de travail et là, encore merci l'ARACT, parce que seul, je ne pense pas qu'on y serait arrivé. Comme tout le monde, on a peur du changement. On dit qu'est-ce qu'il va faire, mais on est arrivé à un point qu'on ne pouvait plus travailler parce que quand on a 120 paniers côte à côte, c'est une surface énorme. Les gens se tendaient, ils oubliaient aussi. Parce qu'il y avait 3 niveaux de panier et les petits gabarits ne voyaient pas ce qu'il y avait dans le panier. Parce que dans le panier, il y a, admettons, 8 légumes, donc 5 sacs, il peut y avoir une salade. Et les petits ne voyaient pas. Donc à la fin, on avait des retours négatifs des clients. Il manque ci dans le panier, il manque des pommes de terre. Donc maintenant, ce problème-là est résolu parce que le panier passe devant et il n'y a plus aucun problème d'oubli. C'est vraiment une avancée magnifique. Autant que sur le physique, que sur les erreurs, que tout ça. Et c'est un projet que vous avez le sentiment de partager de bout en bout, au niveau des innovations notamment. Chacun apporte quelque chose. Oui, c'est sûr. Bon, c'est pas évident de mettre tout le monde d'accord. Il y en a qui disaient que c'était trop haut, trop bas. Tout le monde n'est pas fait pareil. Il y a des petits, il y a des grands. Donc on a essayé de faire une moyenne pour tout le monde. Et je pense que c'est une chose qu'ils ne voudront pas que ça parte. Ils sont attachés à leur table et c'est magnifique, quoi.
Donc là, on parle de la table convoyeur de panier, mais il y a également la table de semis. Et si la table convoyeur des paniers, maintenant, grâce à cette nouvelle organisation, c'est une demi-heure par semaine pour mettre les légumes dans les paniers. Mais le but, c'était pas de gagner du temps, hein, c'était de gagner de l'efficience, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Pierre. Il y a un autre poste où là, les gens sont très très longtemps devant, c'est le poste de semis. Et donc, on est parti sur l'achat d'une table modulable en hauteur par rapport à la taille du salarié. Et là aussi, c'est une avancée sur la qualité de vie du salarié au travail. Je suis parti d'un constat qu'on pourrait percevoir comme pessimiste à un moment, mais je veux dire, on a une vraie volonté dans le groupe de rebondir et d'être présent demain, comme on l'a toujours été, dans la relation de proximité. Et donc, aujourd'hui, notre volonté, c'est de conquérir de nouveaux marchés. Je peux l'illustrer de façon très rapide. Hein. Les services de proximité pour les facteurs. Hein, donc, ils ont moins de papier, mais ils peuvent certainement rendre d'autres services. Et pourquoi pas le portage des paniers de légumes, parce qu'on a une expérimentation de ce type, je le cite dans les Ardennes, hein, donc à Rethel, avec Espace Environnement. Voilà. Et on peut citer un autre exemple pour la banque, où on développe des services de conseil à distance, où les clients n'ont plus à se déplacer en bureau, mais peuvent trouver l'échange avec un conseiller et un expert au téléphone. Voilà, on a, des métiers qui changent. On a des métiers en émergence, notre modèle social se modifie profondément, donc on a la volonté d'être, encore une fois, de répondre à ce nouveau défi, et je dirais on développe une politique de dialogue, d'échange. Nous avons des accords négociés avec nos partenaires, donc des relations des représentants du personnel. Donc on a un accord cadre qualité de vie au travail qui a vu le jour le 22 janvier 2013. On est, je dirais, à démarrer un nouvel accord, un avenir pour chaque postier qui vient d'être signé en février de cette année. Bon, je ne peux pas détailler l'ensemble, peut-être faire un zoom rapide sur trois actions, parce que l'enjeu, en fait, pour nous, pas de plan social à la Poste, hein, emploi permanent à plein temps, c'est notre ADN, c'est notre fil directeur. Donc trois actions majeures, la formation, donc monter nos postiers en compétences, leur permettre de répondre aux défis d'aujourd'hui. C'est donc faire la Poste de demain avec les postiers d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a tout un engagement pour l'élaboration, le suivi d'un projet professionnel pour chacun des postiers du groupe. Donc, modèle social qui change, ça veut dire qu'un facteur, il y a 10 ans, il était sûr ou quasiment sûr de rester sur sa tournée. Et on sait aujourd'hui que c'est l'évolution qui veut cela. Hein. Il faudra régulièrement qu'il apprenne d'autres tournées, il faudra qu'il apprenne à faire d'autres choses. Donc, c'est aussi encourager ce qu'on appelle des passerelles dans le groupe. Hein. Je dis qu'il y avait des métiers en émergence, des métiers qui évoluent. Donc, construire des passerelles, c'est permettre à des postiers, et on le pratique au niveau national, par exemple, on a 450 facteurs qui sont devenus guichetiers. Hein, et je dirais, ici en région, on a des agents du courrier qui aujourd'hui suivent une formation un peu spécifique pour les amener au métier de la banque. Voilà, c'est les passerelles. On n'est pas non plus fermé à ouvrir des possibilités à l'externe. Donc c'est un sujet qui est, je dirais, complètement d'actualité. Des postiers qui souhaitent aller... on a 50% de fonctionnaires, 50% de salariés. Par exemple, un fonctionnaire qui veut poursuivre son activité dans une collectivité locale ou dans une fonction publique d'État peut très bien le faire. C'est un choix. Donc on l'accompagne et donc on peut répondre à sa motivation. Donc, passerelle, donc encourager... Je peux citer encore sur ce sujet-là un événement annuel que l'on fait tous les ans, qu'on appelle la semaine de l'évolution professionnelle, où on organise des ateliers, on fait découvrir les métiers, on met les gens en relation pour les aider à choisir, à se déterminer, à évoluer dans la maison. Le troisième aspect que je peux un peu développer, donc c'est la qualité de vie au travail, la santé, qualité de vie au travail, qui sous-tend en permanence nos actions.
Donc là, il y a une vraie réflexion permanente pour construire ce que l'on fait dans un esprit de concertation. Par exemple, on parlait de réorganisation à un moment, donc les réorganisations, c'est des choses que l'on vit régulièrement à la Poste. Donc, dans le cadre de l'accord qualité de vie au travail, on a une méthode de conduite du changement qui prend en compte la personne en priorité, avec un questionnement des personnes, avec des analyses, ce qu'on appelle des analyses d'impact, avec l'association des représentants du personnel tout au long de la construction de la réorganisation, avec des bilans, avec des droits d'alerte. Bon, on est très vigilant à cet aspect. Qualité de vie travail aussi, elle prend différentes formes. J'ai assisté il y a peu de temps à un atelier animé par vous, l'ARACT, sur le télétravail. C'est quelque chose il y a un accord télétravail dans la maison. On a plus de 1000 postiers qui aujourd'hui font du télétravail. Donc travaillent d'une autre manière. Qu'est-ce que je peux encore évoquer brièvement alors. Hein? Oui, d'accord. Insister sur un point, c'est la synergie entre les acteurs. Hein. Vous avez évoqué à un moment les espaces de discussion. J'ai évoqué aussi l'accord de février 2015 où je dirais la gestion prévisionnelle des effectifs est une priorité. L'accompagnement à la mobilité en est une. Mais on trouve aussi dans cet accord les espaces de discussion. Ils sont posés, ils vont être généralisés. Donc c'est un exemple aussi. Il y a quelques expériences déjà au niveau national. Donc des espaces de discussion avec un esprit de co-construction qui associe des personnes de différents chantiers, qui associe aussi les représentants du personnel, qui peuvent être intégrés, ces espaces de discussion, dans le cadre d'une réorganisation, et qui peuvent se tenir aussi pour améliorer la vie au quotidien, prendre en compte la vie de chacun pour que ça se passe au mieux. Merci. Caroline Ilsenut, qu'est-ce qui a changé dans les MARPA depuis que vous travaillez avec l'ARACT? Alors, comme il y a eu un diagnostic sur chacune des MARPA, chaque MARPA a après travaillé de son côté. Pour la MARPA de Vannes-les-Dames, on avait 2 points qui avaient été relevés. On avait un problème sur la réception des marchandises, puisqu'on réceptionnait tout à même le sol, qu'il fallait tout décartonner dans l'entrée de la cuisine avant d'emmener en réserve alimentaire. Et puis le réaménagement de l'accueil de manière à isoler un peu plus mon bureau, parce que si les agents sont polyvalents en MARPA, les directeurs aussi. Donc l'idée c'était d'isoler un peu plus le bureau de manière à ce que les gens fassent de mon bureau l'entrée principale et que je ne sois pas interpellée derrière un comptoir comme dans un café. Donc c'était vraiment les 2 points qui ressortaient. Et puis ce qui avait été mis en avant de manière positive sur la MARPA, c'était la mise en avant de l'importance de la communication entre les agents, de la communication entre les agents et la directrice, puisque tous les jours on arrive à avoir un temps de transmission d'une demi-heure qui n'est pas seulement de la transmission sur ce qui s'est passé le matin pour les salariés qui arrivent travailler l'après-midi, mais qui peut être un espace de décompensation aussi quand on a des grosses difficultés avec un résident. Ça permet des fois de tourner en dérision certaines situations. Pour des gens de l'extérieur, ça pourrait être un peu bizarre dans la manière des salariés de s'exprimer, parce que des fois ils ont besoin de rire vraiment, mais c'est parce que ça permet d'évacuer beaucoup de choses. Et du coup de leur permettre de rentrer chez elles un peu plus légères. Je dis pas que le problème est réglé, qu'elles y pensent plus, mais au moins c'est partagé. Et puis une importance sur la communication écrite aussi, de manière à ce que quand il y en a une salariée qui vient pas travailler pendant 2-3 jours, elle puisse toujours avoir le suivi. Et donc cet aspect positif qui se passait sur la MARPA de Vanneau a été repris par les autres MARPA. Voilà. Au niveau de courtisane, il y a eu des changements particuliers, Anthony? Oui. Faites pas des nœuds. Oui, depuis le passage de l'ARACT, il y a eu des changements. Donc sur le diagnostic, l'ARACT avait repéré, on était plutôt dans de l'ergonomie, hein, donc un problème au niveau de la plonge avec parmi la multitude d'activités des agents, ce port de charge, donc des paniers avec des assiettes de bonne qualité
mais qui demandait des manipulations assez complexes et puis qui pouvant être à l'origine de TMS. Il faut savoir qu'à Courtisol, on a une moyenne d'âge sur le poste des agents à 52 ans. Donc c'est une moyenne aujourd'hui. Donc pas de turnover, mais quand même l'envie de faire continuer ces personnes jusqu'à la retraite, si elles le souhaitent, dans les meilleures conditions. Donc de les ménager si possible. Donc l'ARACT avait effectivement préconisé un réaménagement de notre plonge. Donc depuis l'ancien lave-vaisselle qui était assez bas donc est parti. Une nouvelle plonge a été aménagée qui permet de passer, enfin pour les personnes qui travaillent en cuisine, de la zone sale à la zone propre sans avoir besoin de porter le panier, tout simplement en chargeant un panier sur un plan de travail existant, en le faisant passer sur un lave-vaisselle qu'on appelle capot. C'est le lave-vaisselle qui vient, on va dire, sur le panier, et lorsque la vaisselle est terminée, on continue encore une fois sur la même hauteur à glisser et à laisser sécher la vaisselle. Voilà. Donc il y avait eu un petit deal qui avait été fait avec mon conseil d'administration, puisque l'intérêt aussi de la venue de l'ARACT, c'est de faire venir des personnes extérieures. J'ai un conseil d'administration qui a fait tout pour faire un bel établissement, qui s'est beaucoup investi, et lorsque quelqu'un d'extérieur vient un petit peu analyser les pratiques, les fonctions, voilà, ça a fait un petit peu grincer les dents en disant le lave-vaisselle, on a pris un lave-vaisselle de qualité, hein, on n'avait pas pris de la merde, voilà, hein, pour parler crûment. La plonge, voilà, on avait fait des choses bien. Oui, mais voilà, on pouvait peut-être faire mieux. Le travail de l'ARACT aussi, enfin ce diagnostic existant est plutôt poussé, nous a facilité aussi le travail, surtout de mon côté cette fois-ci, pour justifier d'un petit dossier d'aide auprès de notre mutualité sociale agricole et son service de prévention, qui, à partir de ce diagnostic, n'avait pas trop d'autres solutions que de nous accompagner un petit peu sur le projet. Voilà. Donc en fait, en plus, on a revendu un lave-vaisselle. On a eu un petit coup de main de la part de la mutualité sociale agricole, enfin un bon coup de main. Donc en plus, ça a été un changement significatif qui nous a pas coûté grand-chose. L'ARACT nous avait aussi signalé, comme mon homologue de Vano, encore une fois, un petit problème sur la réception des marchandises. Donc qui a été bien solutionné à Vanoleta, et j'aimerais qu'on puisse en prendre exemple. Bon, après il y a aussi des questions de construction, d'espace, on peut pas toujours. L'instauration du temps de pause, donc on est sur des métiers où il y a des postes qui s'enchaînent, des métiers où on va travailler de 7h à 14h, on va passer le relais à quelqu'un qui sera là de 14h à 21h. Donc on a instauré ce temps d'échange, on va dire, donc qui est devenu formel finalement, autour d'un café, mais voilà, on a formalisé ce temps d'échange de 2h moins le quart à 2h15, donc c'est quand même une demi-heure en général qui est bien utilisée, où le personnel a le plaisir aussi de se voir, d'échanger des choses, où il y a un passage de consignes plus ou moins formel, mais en tout cas qui a bien lieu. Et l'ARACT aussi nous avait proposé de faire une petite place au personnel qui passe son temps à servir les autres, pour que les agents aient aussi un petit espace pour manger quelque chose sur le pouce, même si quand on travaille dans le service, on ne peut pas se restaurer pendant que les autres se restaurent, mais on s'aperçoit qu'il y a toujours des petites choses à faire à ce niveau-là et que ça fonctionne bien. Merci. Jean-Pierre Joliffe, on a un peu géo-trouve-tout en fait. Il faut essayer de trouver toujours des solutions pour solutionner des petits problèmes, et qui à force peuvent devenir de gros problèmes. Je crois que, encore une fois, il y a l'aspect diagnostic, mais il y a aussi l'aspect entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on peut identifier, effectivement, on a un peu ce rôle d'œil neuf, de tiers intervenant, on arrive avec des méthodologies, mais il faut que les gens en face ils soient preneurs de ça. Donc quand ils le sont, effectivement, après, on constate souvent ça. Hein. C'est-à-dire que l'équation, elle est la suivante, c'est qu'on améliore les conditions de travail, et par là, on améliore aussi l'efficience, et puis on trouve des marges de manœuvre, et effectivement, cette façon de voir les choses, d'aller vers le progrès, quand on est lancé dedans, souvent, ça ne s'arrête pas comme ça, quoi. Hein. Donc, démarre pas, effectivement,
travaillent beaucoup entre elles. Je trouve que, enfin, c'était déjà lancé avant que l'on arrive. Porter un panier de 14 kilos, on avait à peu près estimé, hein, ça paraît rien, mais dans des postures complexes, effectivement, ça peut devenir nocif à plus ou moins long terme. C'était pas le cas des Marpas, parce qu'elles n'ont pas, il n'y a pas une antériorité peut-être suffisante, mais peut-être au bout de 10 ans, 5-6 ans, on aura peut-être eu des soucis. Je pense que, voilà, elles n'étaient pas contraintes de le faire, mais c'était vraiment, je crois qu'on avait des jeunes directions qui n'avaient pas envie du tout que les gens s'abîment au travail, quoi, hein. Donc il y avait, c'était plutôt dans le style de dire, oui, il y a sans doute une nocivité, et nous on veut travailler là-dessus pour pas que les gens s'abîment. La régie rurale, c'est un peu pareil, parce qu'en fait, la régie rurale, finalement, des gens qui vont rester 13 mois ici, on pourrait se dire, bon, bah, je fais rien, quoi. Et là, c'était pas le cas, c'était justement dans un schéma d'anticipation, et c'est aussi leur donner, une vision positive du travail, hein. C'est que, certes, il faut travailler, mais on n'est pas obligé de travailler dans une pénibilité absolue, hein. Donc, on peut d'ailleurs beaucoup se fatiguer en travaillant sans pour autant que cette fatigue soit vendue à l'extérieur. C'est un peu l'idée. Et Carpet System, donc là, c'est un peu pareil. On a travaillé beaucoup le cheminement, parce que c'est de la couture, mais leur métier phare, c'est ça. C'est de la couture de feutrine en bobine, donc il faut aussi possible que ça soit bien enroulé. Donc c'est gérer la machine à coudre et l'enrouleuse. Et tout ça, on a travaillé le cheminement pour éviter que les gens enjambent le tissu. Ils ne le voyaient pas forcément non plus. On a travaillé sur maquette, ils ont déménagé, hein, ils étaient dans des anciens locaux et ils ont utilisé tout ce qu'on a fait pour pouvoir le transférer au mieux dans les nouveaux. Donc j'espère un jour, donc charge de revanche pour eux, nous accueillir à Dizy, hein. Donc voilà. Merci. Jean-Marie Guillon, avec le recul, comment finalement ces évolutions ont été perçues en interne? C'est que du positif ou il y a encore des petits points qu'il est possible d'améliorer? De toute façon, il y a toujours des points à améliorer, mais enfin, je pense que les personnels sont heureux des améliorations qui ont été portées grâce au diagnostic de l'ARAC, non pas que sur le maraîchage, mais par exemple sur le service administratif où tous les bureaux ont été orientés différemment, etc. Il y a également les flux lumière qui ont été étudiés, ce qui va être réalisé, je pense, prochainement. Donc je pense que la majorité des personnels concernés sont heureux des améliorations, aussi bien dans le matériel que dans les conditions de travail. Didier Monga, on a toujours un petit peu le sentiment de l'extérieur que la Poste est une grosse machine difficile à faire bouger, etc. Vous avez le sentiment qu'il y a un mouvement quand même de lancer maintenant depuis un certain nombre d'années vers des évolutions, vers une capacité à faire évoluer les métiers. Je crois que tout le monde en a pris conscience de cette nécessité ou ça reste un point chaud? Je pense que la prise de conscience est une réalité aujourd'hui, donc elle est partagée. On a fait, je pense, déjà un bon bout de chemin, hein, et il reste des défis à relever. Donc l'entreprise est en transformation. Alors c'est vrai, c'est une grosse machine. Donc on a un plan stratégique, on a des ambitions, on a un cadrage, je dirais, général. Je crois que une des clés aussi pour que demain ça fonctionne et qu'on réponde à ces défis, c'est qu'on laisse place, je dirais, à l'expression locale, donc au travers d'espaces d'expression, au travers de groupes de travail, au travers d'un dialogue social au plus près, je dirais, de l'activité. C'est en cours, il y a encore un bout de chemin, mais on est confiant. Oui, mais même si c'est une grosse machine, il y a effectivement des réponses locales, peut-être des laboratoires qui peuvent être mis en place ici ou là, justement par rapport à une approche urbaine, par rapport notamment à certaines approches beaucoup plus rurales, avec des réponses très différentes de l'un à l'autre. C'est tout à fait le cas. On ne peut pas avoir un modèle unique type. Il y a des contextes différents.
Vous citez l'urbain, le rural, effectivement, distribué en zone urbaine, distribué en zone rurale, c'est pas la même, sont pas les mêmes difficultés, c'est pas les mêmes réponses, mais je dirais encore une fois, laisser la place, comme vous le dites, oui, c'est vrai, à l'initiative locale, à la co-construction locale, donc à l'association des acteurs au plus près du terrain. C'est permettre à chacun de s'exprimer et d'apporter sa contribution, je dirais, locale à ce que ça se passe bien. Caroline Issonut, on l'a vu à travers votre témoignage, à travers celui aussi d'Anthony, il s'est déjà passé un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a encore là encore des marges de progrès? Vous avez envie de continuer l'expérience pour aller encore plus loin? Alors là, on vient de terminer l'action avec l'ARACT, puisque nous, on a retravaillé avec l'ARACT le référentiel métier, les fiches de poste, les grilles d'entretien pour le recrutement, les grilles d'entretien pour les entretiens annuels d'évaluation, puisque, bon, on a une fédération nationale, mais la mise à jour est parfois compliquée à leur niveau. Donc nous, on a décidé de travailler ça au niveau régional. Donc là, voilà, le travail est terminé, ça a déjà été testé sur certains établissements. Oui, il faut toujours rester attentif de toute façon aux conditions de travail de nos salariés, si on veut les garder le plus longtemps possible, parce qu'on n'a pas des marges de manœuvre au niveau politique salariale qui soient si faciles, enfin je dirais on n'en a même pas du tout, donc je veux dire si on peut par un autre biais fidéliser le personnel, c'est tout aussi intéressant. Par exemple, nous sur la Marpa de Vannes-les-Dames, tous les ans il y a une réunion avec les administrateurs qui sont membres du bureau et le président de l'association, pour faire le point, ce qui permet déjà aux administrateurs de voir où en sont les salariés, quelles sont éventuellement les revendications, mais ce qui pourrait être étonnant, c'est qu'elles sont rarement dans la revendication, mais surtout toujours dans la volonté de bien prendre en charge le résident. Bien sûr, il y a des fois des choses qui ressortent au niveau du travail, mais elles ont vraiment une préoccupation par rapport à leur métier. Après, il y a quelque chose qui nous interroge, je dirais là ça nous dépasse parce que ça appartient à la caisse centrale MSA. Les MARPA sont à un tournant. On voit bien que les résidents qui rentrent en MARPA sont de plus en plus dépendants. Donc quelle va être l'évolution de notre concept? Comment on va réagir face à la loi qui est en train de sortir sur l'adaptation de la société au vieillissement, puisqu'on va être impacté? Je pense qu'à un moment donné, il va falloir évaluer. Les aides diminuent pour les résidents, notamment au niveau de l'APA. Donc, est-ce que nos agents, à un moment donné, on ne va pas leur demander de travailler aussi autrement auprès des résidents? Merci. Suzanne Urbanac, avant de donner la parole éventuellement aux questions de la salle, est-ce que lorsque l'on préside une association comme la vôtre, de faire appel à l'ARAC, d'avoir cet accompagnement, est-ce que ça vous a coûté aussi? Ou est-ce que finalement c'est tout bénéfice à l'arrivée? C'est tout bénéfice à l'arrivée. Comme je vous ai dit, c'était une volonté donc du conseil d'administration et puis volonté reprise par tous les salariés, aussi bien les salariés en insertion que les salariés permanents et tous les bénévoles qui ont tourné autour de ce projet. Et oui, bénéfice, et on a créé des envies, parce que là aujourd'hui on parle du maraîchage, mais on a créé des besoins et des envies sur l'entretien des espaces verts, sur la construction de murs en pierre sèche. Donc là, il y a encore, pour l'avenir... il y a encore plein de chantiers. Plein de chantiers à réaliser. Avez-vous des questions, des points que vous souhaitez? Vas-y. Oui, bonjour à toutes et à tous. Fabrice Pett, membre du conseil d'administration ARACT. Voilà, j'aurais deux questions à poser donc à la régie rurale du plateau, plus au MARPA. Alors déjà, comment avez-vous connu l'ARACT? Est-ce que c'est eux qui vous ont contacté? Est-ce que c'est vous? Et puis une question plus pratique à la régie rurale. Vous avez dit que suite à l'intervention de Jean-Pierre Joliffe de l'ARACT, vous avez réussi à améliorer les conditions de travail. Alors peut-être que monsieur, je regarde votre nom, excusez-moi, monsieur Jean-Pierre Guillaume peut me répondre, ou vous, madame. Vous avez amélioré donc en conditions de travail et aussi en efficacité. Alors vous parliez de plateau, de panier.
vous êtes passé de combien de nombre de paniers vous en avez fait beaucoup plus, ou c'était juste des conditions de travail? C'est les deux. Ce sont les conditions de travail, comme Jean-Marie et puis Régis, hein, quand ils vous ont dit 100 paniers, parce qu'à l'origine, les 100 paniers étaient pas au sol, mais sur une table, étalés sur une table, et donc on était limité par la taille de l'atelier, en fait. Hein. Le fait d'être passé par la RAC nous a permis effectivement d'augmenter le nombre de paniers. Depuis 2013, on n'a pas doublé, mais pas loin, en nombre de paniers que l'on peut aujourd'hui proposer à nos adhérents. Vous êtes passé, je crois, de 2 demi-journées de préparation à 2 heures. Voilà. Deux demi-journées de préparation de ces paniers à, voilà, 2 heures environ pour la totalité, et plus de paniers vendus. Moins de réclamations clients aussi, parce que c'est ce que disait Régis, des oublis dans les paniers, des erreurs, 2 fois le même légume mis dans un panier. Et moi, une question aussi, c'est comment avez-vous connu le réseau ARACT? Voilà. Et puis malheureusement, ici, on n'a pas les témoignages, parce qu'on parle en leur nom, même nous, hein, nous représentants des organisations syndicales, on parle souvent au nom des salariés. C'est dommage, on n'a pas les témoignages des salariés en direct. Alors, suite aux interventions de l'ARACT, est-ce que vraiment les salariés l'ont bien perçu, ou est-ce qu'ils disent, ben oui, mais c'est bien, on a des bonnes conditions, mais on fait le double de travail? Je ne sais pas, non. Quel est le sentiment des salariés? Ça aurait été bien de le savoir. Oui, alors, je réponds juste. Comment on a connu l'ARACT? On l'a connu par le biais de la MSA, puisqu'on est dans le milieu agricole, donc on dépend de la MSA. En revanche, je vais laisser Régis répondre sur l'accueil des salariés de ces nouvelles conditions de travail. Bon, les nouvelles conditions, ils les ont très bien acceptées. Bon, c'est notre turnover qui est important, que la majorité des personnes qui ont vu naître la table sont parties déjà. Il nous reste 2-3 personnes. Donc, mais ce qui est impressionnant, c'est que les anciens expliquent la méthode d'avant, et ils en sont très contents de la nouvelle méthode, et les autres disent comment vous pouviez faire ce travail comme ça. Donc ils sont très enchantés. En question de Patrice Andriot, conseiller régional. Oui, par rapport à tous les témoignages des expériences, ça s'adresse peut-être un peu moins à la régie rurale du fait du turnover, mais est-ce que vous avez constaté que ces processus d'évolution ont amené un changement dans la capacité de prendre des décisions des salariés, dans l'autonomie du poste de travail? En Marpas, c'est un peu compliqué à évoluer à ce niveau-là parce qu'elles sont déjà très autonomes dans leur travail. Donc je dirais que par rapport à ça, je ne peux pas dire que j'ai vu une évolution. Parce qu'on leur demande déjà beaucoup. Hein. Les week-ends, elles sont seules dans l'établissement. Donc forcément, il leur faut une capacité prise d'initiative importante, surtout dans les situations urgentes. Donc moi, je n'ai pas observé à ce niveau-là un changement particulier. Autre question? Aude. Aude Fauville-Grandao, je suis administrateur à ARACT, et là moi je vais poser la question à l'inverse. Est-ce que vous avez eu des retours au niveau du MARPA de salariés qui sont partis et qui ont retrouvé un emploi et qui ont eu l'occasion d'appliquer des choses qu'ils auraient apprises avec vous au niveau des conditions de travail? Alors après ça dépend si vous restez en contact avec eux ou pas. Est-ce que vous avez des cas comme ça, des retours? Non, parce que la majorité de nos salariés ne repartent pas en maraîchage, donc c'est un secteur vraiment fermé dans le coin. Non, on n'a pas vraiment de retour positif sur tout ce qu'ils ont ici. Par contre, l'expérience avec l'ARACT pour nos MARPA, c'est toujours une expérience bonne à prendre. Aujourd'hui, lorsqu'on souhaite ouvrir un établissement similaire au nôtre quelque part, il est intéressant, même indispensable, d'aller puiser ce qui se fait de bien ailleurs. Donc forcément, le côté plutôt préventif de l'action de l'ARACT, parce que on n'a pas attendu qu'il y ait de pépins ou de gros problèmes, on était plutôt dans du préventif, servira. C'est sûr qu'aujourd'hui, si on ouvre une MARPA,
Et je parlerai forcément aux visiteurs de notre fameux lave-vaisselle capot et de toutes ses utilités, de faire attention à avoir un espace de réception des marchandises qui soit correct, à penser à ces moments d'échange à formaliser en tout cas, puisque c'est aussi le thème d'aujourd'hui. On a effectivement un organigramme des plus simples dans les MARPA, avec des postes d'agents sur un niveau similaire. Après, c'est l'ancienneté qui va faire la différence. Un N+1, donc vous en avez 2 devant vous, donc c'est-à-dire la personne qui va gérer l'administratif, la gestion de la structure et la RH. Donc c'est pour ça aussi que l'aide de l'ARACT, donc on a eu de la technique, on a eu de l'ergonomie, on a eu vraiment de la santé qui a été mise en avant au départ, du personnel. Ensuite, on s'est aperçu qu'on voulait que notre personnel également se voit reconnaître un statut. Alors, voyant notre fédération un petit peu, ne voyant pas notre fédération répondre vraiment à nos attentes, l'ARACT a permis d'accompagner notre mutualisation habituelle, d'avoir des personnes qui nous proposent de se réunir, qui invitent tantôt des personnes de notre conseil d'administration. Il y a une concertation aussi avec les agents, dont je vous parle depuis tout à l'heure, et un travail de fond qui a été réalisé avec les responsables sur, là c'était des ressources humaines, c'était vraiment créer des outils, ou du moins aménager des outils qu'on avait déjà, pour les rendre les plus opérationnels possibles, pour nous aider dans nos processus de recrutement, pour mettre vraiment des compétences sur des postes qui... je ne sais pas, Caroline, si on s'est présenté en tant que directeur ou responsable, mais je vois que sur PowerPoint, on dit responsable. Il faut savoir qu'on a tous les deux un contrat de travail de directeur. Donc ça peut vous laisser aussi penser qu'il existe peut-être quelque chose à préciser. Voilà. Donc c'est aussi de faire valoir le métier qui est réalisé. Le soumettre, puisqu'on a eu une réunion de restitution avec nos présidents, principalement en 2015, de faire valider les documents qui ont été produits. Donc c'est de créer dans des temps réguliers, voilà. Et je pense que de nouveau, lorsque l'idée nous viendra, on fera sûrement appel de nouveau à l'ARACT sur un autre projet. Là, ça représentait aussi un gros investissement de notre part. C'est vrai que nos disponibilités étaient assez compliquées à trouver, mais on a réussi quand même à produire quelque chose d'intéressant. Et j'encourage notamment des associations où il manque peut-être de la veille juridique, où il manque du technique, de s'appuyer sur des services comme ceux-ci. Jean-Pierre, ce sera le mot de la fin de la table ronde. Oui, moi je voulais préciser deux éléments. C'est vrai que au niveau de l'ARACT, on travaille en équipe. Parce qu'évidemment, on a chacun, même si on est tous chargés de mission, on a tous un petit peu une spécialité. Et on n'hésite pas à agir de notre pluridisciplinarité, si je peux dire. Et certaines fois, les questions, là c'est le cas notamment sur les MARPA, elles se posent des fois sous différents angles. À la fois un aspect, certes peut-être un peu d'ergonomie, de confort, mais des fois il y a des aspects ressources humaines, ainsi de suite, et le croisement des regards est intéressant. Deuxième chose, ce qui est intéressant aussi, c'est aussi toutes les démarches interinstitutionnelles. À savoir, là par exemple, c'était vrai à la région rurale, c'était vrai aussi sur Carpet, et c'est vrai, c'est aussi de travailler entre partenaires. Donc là, on a travaillé avec la MSA Sud-Champagne, et effectivement, on gagne aussi du temps, enfin en termes d'efficacité. Si on se met autour d'un dossier, si nous on fait des choses, mais que derrière elles ne sont pas reprises ou ainsi de suite, la Hervé pourrait en dire deux mots aussi. Il y a eu ça, et les outils par exemple qu'on a utilisé à Régie Rurale du Plateau, chez Carpet System aussi, la marque, on ne les a pas trop utilisés, mais on n'aura plus, quoique je crois qu'on l'a utilisé pour le lave-vaisselle. C'est les outils de la cellule au bois CMS, une petite structure qu'on avait dans l'Aube. Donc tout ça trouve une suite. Quand on parle de la SQVT, on a fait la SQVT à Vanneau et Dames. Donc c'était déjà un prémisse, puisqu'on l'a fait en milieu rural. On est sorti un peu des villes pour aller un petit peu ici. Donc tout ça, c'est une suite, c'est une histoire de partenaire, c'est une histoire, quand je dis partenaire,
c'est pas placer l'entreprise comme... c'est vraiment placer l'entreprise elle-même comme un partenaire et un acteur de son changement. Et quand on fait ça, on place également les gens qui sont dedans comme des acteurs de leur changement. C'est pas quelque chose qui est imposé. On est dans l'art de la suggestion et de l'appropriation par les individus.